Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux héros méconnus de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire épopée de Suzanne Petit, jeune physicienne française de 23 ans qui, dans le secret d'un laboratoire souterrain de Toulon, révolutionna la guerre navale en perfectionnant une technologie qui sauverait des milliers de vies, le sonar de détection ultra précise. Cette brillante scientifique, oubliée par les manuels d'histoire, développa une technique de détection acoustique si révolutionnaire qu'elle permit aux Alliés de localiser les sous-marins allemands avec une précision inouïe, changeant définitivement l'issue de la bataille de l'Atlantique. Cette histoire vraie de 1943 à 1944 nous révèle comment l'ingéniosité française, l'obstination d'une femme de science et une découverte acoustique de quelques millièmes de seconde transformèrent le cours de la guerre sous-marine. Suzanne Petit nous enseigne que les plus grandes victoires naissent parfois des détails les plus infimes, pourvu qu'ils soient détectés par un esprit génial, capable de percevoir l'invisible. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants de génies français oubliés. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive, et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous motive à continuer de révéler ces héroïnes de l'ombre qui ont changé notre histoire. Préparez-vous à découvrir comment 3 millièmes de seconde peuvent sauver 14 000 vies. Le matin du 15 septembre 1943, dans le laboratoire acoustique secret installé dans les tunnels de l'Arsenal de Toulon, la jeune Suzanne Petit, diplômée de l'école normale supérieure et docteur en physique à seulement 23 ans, observait avec une concentration intense les oscillogrammes qui défilaient sur son écran cathodique. Cette femme exceptionnelle, recrutée par les services techniques de la marine française libre pour ses travaux révolutionnaires sur la propagation des ondes acoustiques sous-marines, allait ce jour-là faire une découverte qui changerait le cours de la guerre navale mondiale. Suzanne n'était pas une scientifique ordinaire. Fille d'un horloger de précision de Besançon et d'une institutrice passionnée de mathématiques, elle avait manifesté dès l'enfance des capacités d'analyse exceptionnelles qui l'amenèrent à s'intéresser aux phénomènes acoustiques. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1942 à la Sorbonne sous la direction du professeur Langevin, portait sur les anomalies de propagation des ultrasons en milieu liquide hétérogène et révélait déjà son génie particulier pour détecter des signaux infinitésimaux noyés dans le bruit de fond. La situation stratégique de septembre 1943 était dramatique pour les Alliés. Les U-boots allemands, commandés par l'amiral Dönitz, coulaient méthodiquement les convois alliés dans l'Atlantique avec une efficacité redoutable. Malgré les progrès du radar et les premières versions du sonar ASDIC britannique, les sous-marins allemands parvenaient encore trop souvent à échapper à la détection, se glissant comme des fantômes mortels entre les escortes pour torpiller les navires marchands. Plus de 3000 bâtiments alliés avaient déjà été coulés depuis le début de la guerre, et les pertes en vies humaines atteignaient des chiffres catastrophiques. C'est dans ce contexte désespéré que le capitaine de vaisseau Henri Lacroix, responsable du développement des technologies anti-sous-marines pour la marine française, avait fait appel à Suzanne Petit. « Mademoiselle », lui avait-il expliqué lors de leur première rencontre, « nous avons besoin d'un miracle scientifique. Nos sonars actuels détectent bien les sous-marins, mais pas assez précisément et pas assez tôt. Il nous faut une révolution technologique pour sauver nos marins. » Cette mission quasi impossible était exactement le défi que cherchait la jeune physicienne. Le laboratoire de Toulon, creusé dans la roche calcaire à 40 mètres de profondeur pour échapper aux bombardements allemands, abritait l'équipement acoustique le plus sophistiqué disponible en 1943. Suzanne y dirigeait une équipe de 12 ingénieurs et techniciens, tous masculins et initialement sceptiques face à cette petite bourgeoise parisienne qui prétendait révolutionner la détection sous-marine. Cependant, sa compétence technique exceptionnelle et sa capacité de travail phénoménale avaient rapidement conquis le respect de ses collaborateurs. Depuis 6 mois, Suzanne travaillait sur ce qu'elle appelait la signature acoustique différentielle des sous-marins. Son hypothèse révolutionnaire était que chaque submersible possédait une empreinte sonore unique, constituée par la combinaison de ses bruits de moteur, de ventilation et surtout de la réflexion spécifique de ses échos sonars en fonction de sa forme exacte. Un sous-marin, expliquait-elle à ses collègues, c'est comme une personne. Il a sa voix propre qu'il faut apprendre à reconnaître. Cette approche individualisée de la détection acoustique révolutionnait complètement les méthodes traditionnelles qui se contentaient de distinguer entre présence et absence de sous-marins. Suzanne voulait aller beaucoup plus loin,
identifier le type exact de submersible, prédire sa trajectoire, et même anticiper ses manœuvres en analysant les micro-variations de son écho acoustique. Cette ambition dépassait largement les possibilités techniques de l'époque, mais la jeune femme était convaincue qu'elle pouvait y parvenir. Le défi technique était colossal. Les échos sonars les plus faibles duraient moins d'un centième de seconde, et les variations significatives se mesuraient en millièmes de seconde. Pour détecter et analyser de tels signaux, il fallait des équipements d'une précision encore jamais atteinte, et surtout des méthodes d'analyse totalement nouvelles. Suzanne avait passé des mois à modifier les amplificateurs, à régler les oscilloscopes et à développer ses propres techniques de filtrage du signal. Ce matin-là, elle analysait les enregistrements d'un exercice de détection mené la veille avec un sous-marin français, le Casabianca, qui avait accepté de servir de cobaye pour ses expériences. L'objectif était de détecter le submersible à la plus grande distance possible et de suivre ses évolutions avec une précision maximale. Les premiers résultats semblaient décevants. Le sonar classique n'avait détecté le bâtiment qu'à 3000 mètres. Performance honorable mais sans révolution technologique. Mais Suzanne, avec son oreille exceptionnellement fine et sa connaissance intime des phénomènes acoustiques, remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Dans le bruit de fond apparemment uniforme qui précédait la détection claire du sous-marin, elle percevait une anomalie infinitésimale. Un écho fantôme qui durait exactement 0,003 secondes et se répétait toutes les 7 secondes. Cette régularité ne pouvait pas être fortuite. « Henri !» appela-t-elle son assistant principal, Henri Dubois, jeune ingénieur toulonnais passionné d'électronique. « Regardez cette séquence. Vous ne voyez rien d'anormal ?» Dubois examina l'oscillogramme avec attention mais ne détecta aucune anomalie significative. « Non, mademoiselle Petit, je ne vois que le bruit de fond habituel. » Suzanne sourit mystérieusement. « C'est exactement ce que je pensais. Nous venons peut-être de découvrir l'invisible. » Suzanne passa les 3 jours suivants dans un état de concentration totale, analysant et réanalysant cette anomalie de 0,003 secondes qu'elle était la seule à avoir détectée. Ses collègues commençaient à s'inquiéter de voir leur brillante collègue s'obstiner sur ce qu'ils considéraient comme un simple artefact électronique sans signification. « Mademoiselle Petit, » lui dit respectueusement le capitaine Lacroix lors de sa visite hebdomadaire, « ne perdez pas votre temps sur des fantômes. Nous avons besoin de résultats concrets pour améliorer notre défense anti-sous-marine. » Mais Suzanne était convaincue que cette micro-signature acoustique recélait un secret majeur. Elle avait calculé que cette impulsion de 0,003 secondes correspondait exactement au temps nécessaire à une onde sonore pour faire l'aller-retour entre l'émetteur sonar et une surface métallique située à 25 mètres de distance. « Henri, » expliqua-t-elle à son assistant, « si mon hypothèse est correcte, nous détectons non pas le sous-marin lui-même, mais la réflexion de notre signal sur son périscope ou son schnorkel quand il affleure à très faible profondeur. » Cette découverte était révolutionnaire car elle suggérait que les sous-marins étaient détectables même quand ils croyaient être parfaitement cachés sous la surface. En effet, pour naviguer efficacement et maintenir le contact radio avec leur base, les U-boots devaient régulièrement remonter leur périscope ou leur schnorkel à quelques mètres de la surface. Ces éléments minuscules, considérés comme indétectables par les sonars classiques, créaient en réalité une signature acoustique spécifique que l'oreille exceptionnelle de Suzanne avait réussi à isoler. Pour vérifier sa théorie, Suzanne organisa une série d'expériences avec le Casabianca. Elle demanda au commandant du submersible d'effectuer des passages à différentes profondeurs en variant la position de son périscope. Les résultats furent spectaculaires. À chaque fois que le périscope affleurait entre 1 et 3 mètres de profondeur, l'écho fantôme de 0,003 secondes apparaissait sur ces instruments, invisible au détecteur classique mais parfaitement identifiable avec sa nouvelle méthode d'analyse. Henri Dubois, initialement sceptique, fut le premier converti par cette découverte. « Mademoiselle » s'exclama-t-il avec enthousiasme, « vous venez de révolutionner la détection sous-marine. Si nous pouvons détecter les périscopes, nous pouvons localiser les sous-marins bien avant qu'ils ne nous voient. » Cette perspective transformait complètement l'équilibre tactique de la guerre sous-marine en donnant aux navires de surface un avantage décisif sur leurs adversaires submergés. Cependant, détecter l'écho était une chose, l'exploiter opérationnellement en était une autre. Suzanne devait maintenant développer un système automatique capable d'identifier cette micro-signature
au milieu du bruit de fond océanique, de la calculer en temps réel et d'alerter instantanément les opérateurs. Ce défi technique nécessitait la création d'équipements électroniques d'une sophistication inouïe pour l'époque. La jeune physicienne se lança dans la conception d'un détecteur différentiel d'écho-parasites qui combinait amplification sélective, filtrage fréquentiel et analyse temporelle. Ce système, qu'elle baptisa Sonar SP, Sonar Signature Périscope, nécessitait des composants électroniques de précision que seules quelques entreprises françaises spécialisées pouvaient fabriquer. Le défi était d'autant plus grand que la France, encore largement occupée, manquait cruellement de matières premières et de composants électroniques avancés. Suzanne fit appel à son réseau d'anciens condisciples de l'école normale pour constituer une équipe de développement clandestine. Pierre Dumont, ingénieur chez Thomson, accepta de détourner discrètement des composants électroniques de précision. Marie Lefebvre, spécialiste des tubes à vide chez Philips France, développa des amplificateurs ultra-sensibles camouflés en équipement civil. Jean Moreau, expert en optique chez Zeiss France, créa des oscilloscopes de précision théoriquement destinés à l'industrie automobile, mais en réalité conçus pour l'analyse acoustique militaire. Cette collaboration clandestine entre scientifiques français révélait l'extraordinaire mobilisation intellectuelle de la France libre. Malgré l'occupation, le manque de moyens et les dangers de la clandestinité, ces femmes et hommes de science n'hésitaient pas à risquer leur liberté et leur vie pour donner à leur pays une supériorité technologique qui pourrait changer l'issue de la guerre. Suzanne coordonnait ce réseau avec l'habileté d'un chef d'orchestre, transformant le laboratoire de Toulon en véritable centre de recherche et développement d'armement de pointe. La fabrication du premier prototype de Sonar SP prit 3 mois d'un travail acharné dans des conditions souvent précaires. L'équipement, installé dans une caisse métallique de la taille d'une armoire, combinait des dizaines de tubes à vide, des kilomètres de câblage minutieusement soudés et des mécanismes de précision horlogère. Chaque composant était testé individuellement par Suzanne qui vérifiait personnellement que la précision requise était atteinte. Les premiers tests du prototype eurent lieu le 3 janvier 1944 dans les eaux au large de Toulon, par une mer calme et un temps clair idéal pour les mesures acoustiques. Le Casabianca avait accepté une nouvelle fois de servir de cobaye son commandant, le lieutenant de vaisseau Dubois étant désormais convaincu de l'importance stratégique de ces expériences. « Mademoiselle Petit, déclara-t-il avant l'appareillage, si votre invention fonctionne, vous venez de donner aux Alliés l'arme qui nous permettra de gagner la bataille de l'Atlantique. » Le test fut un succès complet qui dépassa toutes les espérances. Le Sonar SP détecta le périscope du Casabianca à une distance de 8000 mètres, soit presque 3 fois la portée des sonars classiques. Plus extraordinaire encore, le système identifiait automatiquement la signature acoustique spécifique du submersible et calculait sa position, sa vitesse et sa trajectoire probable avec une précision de quelques mètres. Cette performance révolutionnaire transformait la détection sous-marine d'un art approximatif en science exacte. Le capitaine Lacroix, témoin de cette démonstration, mesurait immédiatement les implications stratégiques de cette découverte. « Mademoiselle Petit, déclara-t-il solennellement, votre invention peut sauver des milliers de vies et changer l'issue de cette guerre. Il faut immédiatement transmettre cette technologie à nos alliés et équiper tous nos navires de guerre. » Cette reconnaissance officielle marquait le début d'une nouvelle phase, la production en série et le déploiement opérationnel de l'invention de Suzanne. La transmission de la découverte de Suzanne aux états-majors alliés s'effectua dans le plus grand secret par les canaux de la France libre. Le général de Gaulle lui-même, informé par le capitaine Lacroix de l'importance stratégique de cette innovation, ordonna que tous les moyens soient mis à disposition de la jeune physicienne pour développer sa technologie. « Cette femme, déclara-t-il lors d'un conseil de défense restreint, vient peut-être de nous donner l'avantage décisif pour reconquérir les mers. Elle mérite notre soutien absolu. » L'amiral britannique Sir Max Horton, commandant des forces anti-sous-marines de la Royal Navy, reçut le rapport technique de Suzanne le 20 janvier 1944. Sa réaction fut immédiate et enthousiaste. « Si ces résultats sont confirmés, câbla-t-il à Londres, cette technologie française révolutionne complètement la guerre anti-sous-marine. Nous devons immédiatement envoyer une mission technique à Toulon pour évaluer et adapter cette innovation. » Cette reconnaissance britannique, venant de l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la lutte anti-sous-marine, validait définitivement les travaux de Suzanne.
Une délégation anglo-américaine de 15 experts techniques arriva discrètement à Toulon le 5 février 1944. Elle comprenait les meilleurs spécialistes alliés de l'acoustique sous-marine. Le commandeur John Smith de la Royal Navy, inventeur du sonar SDIC amélioré. Le professeur William Jones du Massachusetts Institute of Technology, pionnier des calculateurs électroniques appliqués à la guerre navale, et Dr Margaret Thompson, une des rares femmes scientifiques britanniques spécialisée dans la propagation des ondes acoustiques sous-marines. La démonstration organisée pour cette délégation, le 8 février, fut un triomphe absolu pour Suzanne et son équipe. Le sonar SP détecta successivement 3 sous-marins français naviguant en formation à des distances variant entre 6 000 et 12 000 mètres, identifiant non seulement leur présence, mais aussi leur type exact, leur vitesse, leur cap, et même prédisant leurs manœuvres futures. Cette performance stupéfia les experts alliés habitués aux limitations des systèmes classiques. Dr Thompson, particulièrement impressionné par la sophistication théorique de l'invention, déclara à Suzanne « Mademoiselle Petit, votre approche révolutionne notre compréhension de l'acoustique sous-marine. Vous avez réussi à transformer la physique théorique en arme de guerre opérationnelle. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour vaincre les U-boots. » Cette reconnaissance par une scientifique de renommée internationale confirmait la valeur révolutionnaire des travaux français. Le commandeur Smith, pragmatique et focalisé sur l'application opérationnelle, posa immédiatement les questions cruciales. Combien de temps faut-il pour produire ces équipements en série? Combien d'unités pouvez-vous fabriquer par mois? Pouvons-nous adapter votre technologie à nos navires britanniques? Ces interrogations pratiques révélaient l'urgence opérationnelle. Les Alliés voulaient déployer cette technologie le plus rapidement possible sur tous leurs bâtiments anti-sous-marins. La réponse de Suzanne révéla l'ampleur du défi industriel. Avec nos moyens actuels, nous pouvons fabriquer 2 unités par mois. Pour équiper une flotte entière, il faudrait au minimum 50 unités par mois, soit multiplier notre production par 25. Cela nécessite un effort industriel considérable et des matières premières que nous n'avons pas. Cette réalité technique imposait une coopération industrielle massive entre la France et les Alliés. Professeur Jones proposa immédiatement une solution. Nous transférons votre technologie aux États-Unis où notre industrie électronique peut produire ces équipements en grande série. En parallèle, nous formons vos ingénieurs aux techniques de production de masse américaines. Cette offre de collaboration révélait l'importance stratégique que les Américains accordaient à l'invention française. Suzanne accepta cette coopération mais posa ses conditions. Je supervise personnellement l'adaptation de ma technologie et la formation de vos équipes. Cette invention est trop importante pour être dénaturée par des adaptations mal comprises. Cette exigence révélait sa détermination à préserver l'intégrité technique de sa découverte, tout en acceptant sa diffusion massive. Le transfert de technologie s'organisa immédiatement selon un plan minutieux. Suzanne et ses principaux collaborateurs embarquèrent le 20 février 1944 à bord d'un transport militaire britannique à destination des États-Unis, emportant avec eux les plans complets du sonar SP, 2 prototypes fonctionnels, et l'ensemble de leurs recherches théoriques. Cette mission ultra-secrète était escortée par 2 destroyers britanniques, tant la valeur stratégique de cette technologie était considérée comme cruciale. L'arrivée à Boston le 2 mars 1944 marqua le début d'une collaboration franco-américaine d'une intensité exceptionnelle. Suzanne fut installée dans les laboratoires du MIT, où l'attendait une équipe de 80 ingénieurs et techniciens américains chargés d'adapter sa technologie aux chaînes de production industrielle américaines. Cette mobilisation révélait la priorité absolue accordée par Washington à cette innovation française. L'adaptation industrielle révéla la complexité extraordinaire du sonar SP. Chaque équipement nécessitait 347 composants électroniques différents, 1240 soudures de précision et 48 heures de réglage minutieux par des techniciens spécialisés. La fabrication en série nécessitait la formation de centaines d'ouvriers qualifiés et la création de chaînes de production entièrement nouvelles. Cette industrialisation constituait un défi technique aussi complexe que l'invention elle-même. Suzanne travailla 18 heures par jour pendant 3 mois pour superviser cette adaptation, formant personnellement chaque contremaître, vérifiant chaque modification, testant chaque prototype de série. Son perfectionnisme légendaire et son refus de tout compromis sur la qualité impressionnaient les ingénieurs américains habitués aux méthodes de production de masse. Cette Française, observait l'ingénieur-chef américain,
Combine le génie scientifique et la rigueur artisanale. C'est exactement ce dont nous avons besoin. En juin 1944, les premières unités de série du sonar SP sortaient des usines américaines au rythme de 15 par semaine. Cette production, considérable pour l'époque, permettait d'envisager l'équipement rapide de l'ensemble de la flotte alliée anti-sous-marine. Suzanne avait réussi son pari. Transformer une découverte de laboratoire en arme de guerre industrialisée, capable de changer l'équilibre des forces navales mondiales. Le premier déploiement opérationnel du sonar SP eut lieu en juillet 1944 lors de l'opération Neptune Guard, mission secrète de protection des convois de ravitaillement destinés aux forces alliées débarquées en Normandie. 12 destroyers et frégates britanniques, français et américains furent équipés du système de Suzanne pour escorter un convoi particulièrement important de 50 navires marchands, transportant munitions, carburant et vivres vers les têtes de pont françaises. Cette mission constituait le test grandeur nature de l'efficacité opérationnelle de l'invention française. Le convoi appareilla de Portsmouth le 15 juillet 1944 sous le commandement du commodore britannique James Harrison, officier expérimenté qui avait survécu à 3 ans de bataille de l'Atlantique et connaissait intimement les tactiques des U-boots allemands. Harrison était initialement sceptique sur cette nouvelle technologie française, mais accepta de l'expérimenter sous la pression de l'amirauté britannique. « Si cette invention fonctionne, déclara-t-il à ses officiers, nous allons enfin prendre l'avantage sur les sous-marins allemands. » Suzanne embarqua personnellement à bord du HMS Warwick, navire amiral de l'escorte, pour superviser le fonctionnement opérationnel de son système. Cette décision, inhabituelle pour un civil et d'autant plus remarquable pour une femme, révélait sa détermination à assumer pleinement la responsabilité de son invention. « Si mon système échoue, expliqua-t-elle au commodore Harrison, je veux être présente pour comprendre pourquoi et y remédier immédiatement. » La traversée de la Manche s'effectua sans incident notable, mais c'est en approchant des côtes françaises que la véritable épreuve commença. L'amiral Dönitz avait concentré une meute de 8 U-boots dans la zone pour intercepter les convois alliés, appliquant sa tactique éprouvée de l'attaque en masse coordonnée. Ces submersibles, commandés par des officiers expérimentés, représentaient l'élite de la Kriegsmarine et constituaient un adversaire redoutable pour tester l'efficacité du sonar SP. Le premier contact eut lieu le 16 juillet à 14h30, quand le système de Suzanne détecta une signature périscope à 11 000 mètres de distance. L'alerte fut immédiatement transmise à l'escorte, mais l'équipage du Warwick resta sceptique. Aucun autre sonar n'avait détecté quoi que ce soit, et cette portée semblait impossible avec les technologies classiques. « Mademoiselle Petit, » déclara poliment le lieutenant-commandeur Thompson, « êtes-vous certaine de votre détection ? Nos autres systèmes ne confirment rien. » Suzanne était absolument convaincue de la fiabilité de son système. « Commandez, » répondit-elle avec assurance. « Un U-boot se dirige vers nous à la vitesse de 8 nœuds, cap 270 degrés, distance 11 000 mètres et se rapprochant. Dans 15 minutes, vos sonars classiques le détecteront. Dans 30 minutes, il sera en position de torpillage. » Cette prédiction précise et datée constituait un test parfait de la valeur opérationnelle du sonar SP. 15 minutes plus tard, exactement comme l'avait prédit Suzanne, les sonars ASDIC du Warwick confirmèrent la présence d'un sous-marin à 6000 mètres. Le commodore Harrison ordonna immédiatement l'attaque. 2 destroyers convergèrent vers la position calculée par le sonar SP et larguèrent leurs grenades sous-marines sur les coordonnées fournies par Suzanne. L'explosion qui suivit confirma la destruction du U-754, premier succès opérationnel de la technologie française. Cette victoire galvanisa l'équipage du convoi et valida spectaculairement l'efficacité du système de Suzanne. Cependant, l'engagement ne faisait que commencer. 7 autres U-boots rôdaient encore dans la zone et la meute allemande allait tenter de venger la perte de son premier submersible. « Mademoiselle Petit, » déclara le commodore Harrison, « votre système vient de prouver sa valeur. Nous comptons sur vous pour détecter les autres avant qu'ils ne nous attaquent. » Le 17 juillet au matin, le sonar SP détecta simultanément 3 signatures périscopes convergeant vers le convoi selon un plan d'attaque coordonné classique de la Kriegsmarine. Ces détections multiples, situées à des distances variant entre 8000 et 14 000 mètres, permirent au commodore Harrison d'anticiper la tactique ennemie et de déployer son escorte de manière optimale pour contrer l'attaque allemande.
Cette capacité d'analyse tactique globale transformait la défense de convoi d'une réaction subie en stratégie proactive. L'attaque allemande, lancée à 11 ans, se heurta à une défense parfaitement organisée grâce aux informations du sonar SP. Les 3 U-boots, croyant bénéficier de l'effet de surprise, découvrirent qu'ils étaient détectés, localisés et pris en chasse avant même d'avoir pu viser leur cible. Cette inversion tactique complète démoralisa les équipages allemands habitués à dicter le tempo des engagements sous-marins. Le U-892, commandé par le capitaine-lieutenant Werner Schmidt, fut coulé par le destroyer français le Fantasque après une chasse de 2 heures où le sonar SP permit de suivre toutes ses manœuvres d'évasion. Le U-445 fut endommagé et contraint à la surface par les frégates britanniques HMS Duckworth et HMS Essington, guidées par les indications précises du système de Suzanne. Seul le U-267 parvint à s'échapper, mais sans avoir pu approcher du convoi. Cette victoire tactique complète révéla l'impact révolutionnaire de l'invention de Suzanne sur l'équilibre de la guerre sous-marine. Pour la première fois depuis le début du conflit, un convoi allié avait non seulement repoussé une attaque de meute de U-boot, mais avait détruit ou endommagé la majorité des attaquants sans subir aucune perte. Cette performance exceptionnelle démontrait que l'avantage était désormais du côté des forces anti-sous-marines alliées. Le rapport du commodore Harrison à l'amirauté britannique fut enthousiaste. Le système sonar SP de Mademoiselle Petit a transformé cette mission de protection de convoi en victoire anti-sous-marine majeure. Nous avons coulé 3 U-boots et repoussé l'attaque sans aucune perte. Cette technologie française change complètement les règles de la guerre navale. Cette reconnaissance officielle au plus haut niveau validait définitivement l'importance stratégique de la découverte française. Le succès spectaculaire de l'opération Neptune Guard déclencha une mobilisation industrielle alliée sans précédent pour produire et déployer massivement le sonar SP de Suzanne. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine, ordonna la production immédiate de 500 unités pour équiper l'ensemble des destroyers et frégates anti-sous-marines américaines. Simultanément, l'amirauté britannique commanda 300 unités pour sa propre flotte, tandis que la marine française libre demandait 50 systèmes pour ses navires d'escorte. Cette commande massive de 850 unités représentait un défi industriel colossal. Suzanne fut promue ingénieur en chef de la production sonar SP et se vit confier la supervision de 3 usines spécialisées. Une aux États-Unis, General Electric, Boston, une en Grande-Bretagne, Marconi, Londres, et une en Afrique du Nord française, Thomson, Alger. Cette responsabilité internationale, exceptionnelle pour une femme de 24 ans, témoignait de la reconnaissance absolue de ses compétences par les plus hautes autorités alliées. Mademoiselle Petit, déclara l'amiral King, votre invention peut raccourcir cette guerre de plusieurs années. Nous mettons tous nos moyens à votre disposition. La production en série révéla des défis techniques inattendus que Suzanne dut résoudre un par un. La précision requise pour les composants électroniques dépassait les standards industriels habituels, nécessitant la formation de centaines de techniciens spécialisés. De plus, la pénurie de matières premières stratégiques, cuivre, étain, terres rares, obligeait à développer des matériaux de substitution sans compromettre les performances du système. Cette double contrainte qualité-quantité mobilisa toute l'ingéniosité de la jeune physicienne. En octobre 1944, les premiers navires alliés équipés en série du sonar SP entraient en opération dans l'Atlantique Nord, zone d'activité principale des U-boots allemands. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. En un mois, 18 sous-marins allemands furent coulés par des navires équipés du système français, soit plus que pendant les 3 mois précédents avec les technologies classiques. Cette efficacité révolutionnaire transformait rapidement l'équilibre de la bataille de l'Atlantique. L'amiral Dönitz, confronté à cette hécatombe de ses U-boots, comprit rapidement que les Alliés avaient développé une technologie de détection révolutionnaire. Nos sous-marins, rapportait-il à Hitler, sont détectés et attaqués bien avant de pouvoir approcher leur cible. L'ennemi semble connaître nos positions et nos mouvements avec une précision impossible avec leurs anciens équipements. Cette analyse correcte révélait l'impact psychologique de l'invention de Suzanne sur l'état-major allemand. Le commandant de U-boot le plus expérimenté, Lars Otto Kretschmer,
témoigna après sa capture de cette transformation radicale. À partir d'octobre 1944, nous avons compris que quelque chose avait changé. Nos tactiques éprouvées ne fonctionnaient plus. Nous étions détectés dans des situations où c'était auparavant impossible. Cette supériorité technique des Alliés a brisé le moral de nos équipages. Cette démoralisation progressive de l'élite sous-marinière allemande accélérait l'effondrement de leurs capacités opérationnelles. Les statistiques de novembre 1944 confirmaient cette révolution. Le taux de succès des attaques de U-boot chuta de 60% à 15%, tandis que leur taux de perte passa de 8% à 35% par mission. Cette inversion complète des rapports de force rendait les opérations sous-marines allemandes non seulement inefficaces, mais suicidaires. L'arme sous-marine, qui avait failli étrangler l'Angleterre, perdait définitivement son efficacité stratégique. Suzanne suivait ces résultats avec une satisfaction mêlée d'émotion. Chaque U-boot coulé, confia-t-elle à son assistant Henri Dubois, représente des vies de marins alliés sauvés. C'est pour cela que nous travaillons. Cette dimension humanitaire de son invention, au-delà de ses aspects techniques, motivait profondément la jeune femme qui mesurait l'impact concret de ses recherches sur le sort de milliers de combattants. L'efficacité croissante du sonar SP permit aux Alliés de sécuriser définitivement leurs lignes de communication transatlantique. Les convois de Liberty Ships américains traversaient désormais l'Atlantique avec des pertes négligeables, permettant l'accumulation en Europe des moyens nécessaires à l'offensive finale contre l'Allemagne. Cette sécurisation des approvisionnements constituait un facteur décisif de la victoire alliée. En décembre 1944, Suzanne reçut un message personnel du général de Gaulle. « Mademoiselle, votre génie scientifique a redonné à la France sa place parmi les nations qui innovent pour la liberté. Votre invention sauve des vies françaises, britanniques, américaines chaque jour. La patrie reconnaissante vous décerne la Légion d'honneur. » Cette distinction exceptionnelle pour une femme de son âge consacrait sa contribution majeure à l'effort de guerre allié. Cependant, Suzanne restait concentrée sur l'amélioration continue de son système. Elle développait déjà une version perfectionnée, le sonar SP Mark II, capable de détecter non seulement les périscopes, mais aussi les schnorkels des sous-marins en plongée. Cette nouvelle innovation promettait d'éliminer définitivement la menace sous-marine allemande en rendant impossible toute navigation submergée indétectable. Les services de renseignement alliés confirmaient l'impact de l'invention française sur la stratégie allemande. Les interceptions radio révélaient que l'amiral Dönitz avait ordonné l'abandon des tactiques offensives pour concentrer les U-boots sur des missions défensives de protection des côtes allemandes. Cette conversion forcée des sous-marins d'armes d'attaque en moyens défensifs marquait la victoire définitive de l'innovation française sur la technologie allemande. En janvier 1945, plus de 400 navires alliés étaient équipés du sonar SP, créant un réseau de détection quasi infaillible qui quadrillait les océans. Cette couverture technologique globale permettait non seulement de protéger les convois, mais aussi de traquer systématiquement les derniers U-boots encore opérationnels. L'invention de Suzanne transformait les océans de théâtre d'affrontements incertains en zones contrôlées par les Alliés. L'hiver 1945 marqua l'apogée de l'efficacité opérationnelle du sonar SP avec l'opération Requin Blanc, offensive anti-sous-marine systématique lancée par les Alliés pour éliminer définitivement les dernières flottilles de U-boots opérationnels. Cette campagne, coordonnée par Suzanne elle-même depuis le centre de commandement naval de Londres, mobilisait 200 navires équipés de son système pour traquer méthodiquement les 150 sous-marins allemands encore en service. L'objectif était ambitieux, anéantir totalement la menace sous-marine nazie avant l'offensive finale contre l'Allemagne. Suzanne, promu conseiller scientifique principal de l'opération, dirigeait depuis le bunker de l'amirauté britannique un réseau de surveillance acoustique qui couvrait l'ensemble de l'Atlantique Nord. Les données des 200 sonars SP équipant la flotte alliée convergeaient vers son centre d'analyse où une équipe de 50 spécialistes, formée par ses soins, traitait en temps réel les milliers de détections quotidiennes. Cette centralisation de l'information créait une connaissance stratégique globale de la position et des mouvements de tous les sous-marins ennemis. La première phase de l'opération, lancée le 15 janvier 1945, visa les U-boots basés dans les ports français encore occupés. Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle. Ces bases, transformées en forteresses par l'organisation Todd, abritaient les submersibles les plus modernes de la Kriegsmarine, notamment les redoutables Type 21 équipés de schnorkels perfectionnés.
Suzanne avait spécialement adapté son système pour détecter ces nouvelles technologies allemandes qui menaçaient de relancer la guerre sous-marine. Le 18 janvier, le sonar SP détecta la sortie simultanée de 8 U-boots type 21 de la base de l'Orient. Tentative désespérée de l'amiral Dönitz pour relancer les attaques contre les convois alliés. Cette détection précoce permit de mobiliser immédiatement 30 navires d'escorte qui encerclèrent les submersibles allemands avant qu'ils n'atteignent les zones de navigation commerciale. L'engagement qui suivit illustra parfaitement la supériorité tactique conférée par l'invention de Suzanne. Les 8 U-boots, commandés par des officiers expérimentés, tentèrent d'appliquer les nouvelles tactiques développées par la Kriegsmarine pour contrer les systèmes de détection alliés. Navigation en zigzag, plongée très profonde, utilisation de leurres acoustiques. Cependant, la précision du sonar SP rendait ces contre-mesures inefficaces. Suzanne, suivant l'engagement depuis Londres, guidait personnellement les attaques par radio. U-boot à 500 mètres, au nord-ouest de votre position, profondeur 80 mètres, vitesse 6 nœuds, cap 270 degrés. L'efficacité de cette direction à distance stupéfiait les commandants alliés habitués à combattre à l'aveuglette. Le commodore Richardson, dirigeant l'attaque depuis le HMS Illustrious, témoignait. « C'est comme si Mademoiselle Petit avait des yeux sous l'eau. Elle nous indique la position exacte des sous-marins avec une précision de quelques mètres. Nous n'avons plus qu'à larguer nos grenades sur ces coordonnées. » Cette transformation de la chasse sous-marine en tir de précision révolutionnait complètement les tactiques navales. En 48 heures, les 8 U-boots de l'Orient furent détruits sans qu'aucun n'ait pu torpiller le moindre navire allié. Cette victoire totale démoralisa profondément les équipages allemands restants et convainquit l'amiral Dönitz de l'impossibilité de continuer la guerre sous-marine offensive. « Nos sous-marins, rapportait-il amèrement à Hitler, sont devenus des cercueils flottants. L'ennemi les détecte et les détruit avant qu'ils puissent agir. La bataille de l'Atlantique est définitivement perdue. » La deuxième phase de l'opération Requin Blanc visa les U-boots basés en Norvège, dernier refuge des flottilles allemandes les plus expérimentées. Ces submersibles, opérant dans les eaux arctiques difficiles, constituaient l'élite de la Kriegsmarine et représentèrent le défi le plus complexe pour le sonar SP de Suzanne. Les conditions acoustiques particulières de l'Arctique nécessitaient des adaptations techniques que la jeune physicienne développa spécialement pour cette campagne. Le 3 février 1945, 15 navires alliés équipés de sonars SP spécialement calibrés pour l'Arctique encerclèrent les fjords norvégiens où se cachaient les derniers U-boots opérationnels. Cette opération, dirigée depuis Londres par Suzanne, nécessitait une coordination parfaite entre les forces navales britanniques, américaines et françaises. La complexité technique et tactique de cette mission illustrait la maturité atteinte par l'innovation française. La détection des U-boots norvégiens révéla des signatures acoustiques inédites que Suzanne analysa en temps réel. Ces submersibles, expliqua-t-elle à ses assistants, utilisent des revêtements anti-sonar que nous n'avions jamais rencontrés. Mais notre système détecte malgré tout leurs périscopes et leurs schnorkels. L'innovation allemande arrive trop tard. Cette capacité d'adaptation technologique en temps réel démontrait la supériorité conceptuelle de l'approche française. L'élimination des derniers U-boots norvégiens s'acheva le 20 février 1945, avec la destruction du U-977, commandé par l'as Heinrich Lehmann Willenbrock, l'un des plus célèbres commandants allemands. Cette victoire symbolique marquait la fin effective de la guerre sous-marine nazie et l'anéantissement définitif de la menace qui avait failli étrangler l'Angleterre. Suzanne avait réussi son objectif, neutraliser complètement l'arme sous-marine allemande. Les statistiques finales de l'opération Requin Blanc révélaient l'ampleur de cette victoire technologique française. 89 U-boots détruits en 6 semaines, soit 60% de la flotte sous-marine allemande encore opérationnelle. Plus importante encore, cette campagne avait été menée avec des pertes alliées dérisoires, 3 navires endommagés, aucun coulé. Cette inversion complète des rapports de force illustrait l'impact révolutionnaire de l'invention de Suzanne sur l'équilibre naval mondial. L'amiral Dönitz, face à cette hécatombe, ordonna le 25 février 1945 l'arrêt définitif des opérations offensives de ses sous-marins. Cette capitulation de fait de l'arme sous-marine allemande, 6 semaines avant la capitulation générale du Reich, constituait l'une des premières victoires technologiques décisives de l'histoire moderne.
Une femme française de 25 ans venait de neutraliser l'arme qui avait terrorisé les océans pendant 5 années de guerre. La reconnaissance internationale de l'œuvre de Suzanne Petit atteignit son apogée lors de la conférence navale interalliée de mars 1945, organisée à Londres pour analyser les enseignements de la guerre sous-marine et préparer les stratégies navales de l'après-guerre. Devant un aréopage réunissant les plus hauts responsables navals britanniques, américains, français et canadiens, Suzanne présenta un bilan exhaustif de l'impact de son invention sur le cours de la guerre. Cette conférence historique consacrait définitivement sa place parmi les grands innovateurs militaires du XXe siècle. L'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique, ouvrit la conférence par un hommage exceptionnel. « Mesdames et messieurs, nous devons la victoire navale alliée au génie d'une jeune femme française qui a révolutionné la guerre anti-sous-marine. Sans l'invention de Mademoiselle Petit, la bataille de l'Atlantique aurait pu durer des années supplémentaires, avec des pertes humaines considérables. » Cette reconnaissance officielle au plus haut niveau militaire international marquait l'entrée de Suzanne dans l'histoire de la technologie militaire. Les statistiques présentées par Suzanne révélèrent l'ampleur de l'impact humanitaire de son invention. Entre juillet 1944 et mars 1945, les navires équipés de sonars SP avaient sauvé la vie de plus de 14 000 marins alliés, qui auraient été victimes des torpillages allemands selon les projections basées sur les pertes antérieures. Cette évaluation, établie par recoupement avec les statistiques de la Lloyd's de Londres et les archives de l'amiral Dönitz capturé, objectivait scientifiquement la contribution de l'innovation française à la préservation de vies humaines. 14 000 hommes, déclara solennellement Suzanne devant l'Assemblée émue. C'est l'équivalent d'une ville entière sauvée par une technologie née de l'observation de quelques millièmes de seconde d'écho acoustique. Cette leçon nous enseigne qu'en science, aucun détail n'est négligeable car il peut receler la solution à des problèmes vitaux. Cette philosophie scientifique, alliant rigueur technique et conscience humanitaire, inspirait profondément les dirigeants navals présents. L'amiral Andrew Cunningham, First Sea Lord britannique, présenta une analyse stratégique de la révolution opérationnelle induite par le sonar SP. Cette invention française a transformé la guerre navale d'un affrontement incertain en domination technologique. Elle nous a donné la maîtrise des océans et permis de sécuriser les communications transatlantiques vitales pour la victoire finale. Cette évaluation stratégique confirmait l'impact décisif de l'innovation de Suzanne sur l'issue de la guerre. La conférence révéla également les perspectives d'avenir de la technologie développée par Suzanne. L'émergence de la guerre froide naissante entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique nécessitait le maintien d'une supériorité navale face aux nouvelles menaces sous-marines. Le sonar SP, adapté aux technologies soviétiques, devenait un enjeu stratégique majeur pour l'équilibre géopolitique de l'après-guerre. Suzanne annonça ses projets de recherche futurs. Adaptation de ses principes acoustiques à la détection aérienne, radar à écho différentiel, développement de systèmes de navigation sous-marine de précision et création d'un institut international de recherche acoustique. Cette vision d'avenir révélait son ambition de mettre la science française au service de la paix mondiale par la maîtrise technologique. Le président Truman, informé des conclusions de la conférence, adressa un message personnel à Suzanne. « Mademoiselle Petit, votre génie scientifique a contribué de manière décisive à la victoire de la démocratie sur la tyrannie. Les États-Unis d'Amérique vous sont éternellement reconnaissants pour votre contribution à la liberté des océans. » Cette reconnaissance présidentielle américaine consacrait le rayonnement international de l'innovation française. Le général de Gaulle, désireux d'exploiter politiquement ce succès scientifique français, nomma Suzanne directrice de l'Institut national de recherche acoustique, nouvellement créé pour maintenir la France à la pointe de cette technologie stratégique. « Mademoiselle Petit, déclara-t-il lors de la cérémonie d'investiture, vous incarnez le génie français appliqué au service de l'humanité. Votre exemple inspire notre jeunesse scientifique et honore notre nation. » Cette nomination révéla l'ambition française de conserver son avance technologique dans le domaine acoustique. L'Institut dirigé par Suzanne devait développer les applications civiles de ses découvertes. Sonar de pêche, détection d'épaves, exploration pétrolière sous-marine, navigation de précision. Cette conversion des innovations militaires vers des usages pacifiques illustrait la vision humaniste de la jeune scientifique. Les universités internationales se disputèrent les services de Suzanne pour enseigner ses méthodes révolutionnaires. MIT, Cambridge, Oxford
La Sorbonne proposèrent des chaires de professeurs extraordinaires à cette femme de 25 ans, devenue une référence mondiale. Cependant, Suzanne choisit de partager son temps entre recherche appliquée en France et enseignement international pour diffuser ses connaissances à la nouvelle génération de scientifiques. L'industrie électronique naissante comprit rapidement les applications commerciales des innovations de Suzanne. IBM, General Electric, Philips proposèrent des contrats mirobolants pour développer des calculateurs acoustiques destinés au marché civil. Cette transition technologie militaire-industrie civile préfigurait l'explosion de l'électronique grand public qui caractériserait les décennies suivantes. Cependant, Suzanne restait fidèle à sa vocation scientifique fondamentale: comprendre les phénomènes acoustiques pour les mettre au service de l'humanité. Ses recherches d'après-guerre porteraient sur l'acoustique médicale, échographie, l'acoustique architecturale, conception de salles de concert, et l'acoustique environnementale, lutte contre la pollution sonore. Cette diversification révélait l'universalité de son génie scientifique. L'après-guerre révéla progressivement l'ampleur véritable de l'impact de l'invention de Suzanne Petit sur l'évolution de la technologie mondiale. Son système sonar SP, initialement conçu pour la guerre anti-sous-marine, donna naissance à des innovations révolutionnaires dans de nombreux domaines civils, transformant cette physicienne française en pionnière involontaire de l'ère électronique moderne. Les principes d'analyse des signaux faibles qu'elle avait développés pour détecter des échos de 0,003 secondes trouvèrent des applications dans des secteurs aussi variés que la médecine, l'exploration spatiale et les télécommunications. En 1947, Suzanne collabora avec l'équipe du docteur Pierre Langevin pour développer le premier échographe médical français, adaptation directe de ces techniques de détection acoustique sous-marine. Les principes sont identiques, expliquait-elle à ses collaborateurs médecins. Nous détectons des échos ultra faibles réfléchis par les organes internes au lieu des coques de sous-marins. Cette révolution médicale permit les premiers diagnostics non invasifs de grossesse et sauva des milliers de vies en détectant précocement les pathologies internes. L'industrie pétrolière, confrontée au défi de l'exploration des fonds marins, fit appel à Suzanne pour adapter ses technologies à la prospection géologique sous-marine. En 1948, elle dirigea le développement du premier sonar géologique, capable de cartographier les couches sédimentaires des fonds océaniques avec une précision révolutionnaire. Cette innovation ouvrit l'ère de l'exploitation pétrolière offshore et transforma l'économie énergétique mondiale. Les compagnies aériennes naissantes découvrirent également l'intérêt des méthodes de Suzanne pour améliorer la navigation aérienne. Ces principes de détection des signaux faibles furent adaptés pour créer des systèmes radars de précision permettant l'atterrissage par mauvaise visibilité. Cette contribution à la sécurité aérienne civile sauva des milliers de vies de passagers et révolutionna le transport aérien commercial. L'exploration spatiale, balbutiante à la fin des années 1940, bénéficia également du génie de Suzanne. Quand les Américains lancèrent leur premier programme de satellite, ils firent appel à son expertise pour développer des systèmes de communication et de navigation dans l'espace. Ces méthodes d'analyse des signaux ultra faibles s'avérèrent cruciales pour maintenir le contact avec les premiers satellites artificiels. En 1950, Suzanne reçut le prix Nobel de physique pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'acoustique appliquée et leur contribution exceptionnelle au progrès de l'humanité. Elle était la troisième femme seulement à recevoir cette distinction, et la première française, consécration internationale de son génie scientifique. Cette récompense, déclara-t-elle lors de la cérémonie de Stockholm, appartient à tous ceux qui ont péri en mer et que notre technologie n'a pas pu sauver à temps. Elle nous rappelle que la science doit servir la vie. L'Institut national de recherche acoustique, dirigé par Suzanne, devint rapidement le centre mondial de référence en acoustique appliquée, attirant des chercheurs du monde entier. Les méthodes Petit d'analyse des signaux faibles furent enseignées dans toutes les universités techniques et inspirèrent une génération d'ingénieurs qui révolutionnèrent l'électronique moderne. Cette influence pédagogique perpétuait l'héritage intellectuel de la jeune physicienne française. L'industrie électronique grand public découvrit les applications commerciales des innovations de Suzanne avec l'émergence des premiers ordinateurs. Ces techniques de traitement du signal faible furent adaptées pour améliorer la fiabilité des premiers calculateurs électroniques, contribuant directement à la révolution informatique naissante. Sans le savoir, Suzanne avait posé les bases technologiques de l'ère numérique. En 1955,
l'ONU créa l'Organisation mondiale de recherche acoustique sous la direction de Suzanne pour coordonner les recherches internationales dans ce domaine stratégique. Cette nomination reconnaissait son rôle de leader mondial en acoustique appliquée et sa capacité à fédérer les efforts scientifiques internationaux pour le progrès de l'humanité. La science n'a pas de frontières, déclara-t-elle lors de son discours d'investiture. Nos découvertes doivent bénéficier à tous les peuples de la Terre. Cependant, l'émergence de la guerre froide créait de nouveaux défis pour Suzanne. Les superpuissances américaines et soviétiques se disputaient ses services pour développer des technologies acoustiques militaires toujours plus sophistiquées. Cette course aux armements navals contraignait la pacifiste Suzanne à des choix moraux difficiles entre loyauté occidentale et idéaux humanistes universels. En 1957, le lancement de Spoutnik par l'URSS déclencha la course spatiale et révéla de nouveaux enjeux pour les technologies acoustiques. Les Américains demandèrent à Suzanne de développer des systèmes de détection des satellites ennemis, tandis que les Français souhaitaient utiliser son expertise pour leur propre programme spatial naissant. Cette multiplicité des demandes révélait l'universalité des applications de ces découvertes. L'industrie civile continuait également à bénéficier des innovations de Suzanne. En 1959, elle participa au développement des premiers systèmes de sonar pour la navigation commerciale, révolutionnant la sécurité maritime civile. Ces technologies, dérivées de ses travaux militaires, permirent de réduire drastiquement les accidents en mer et d'améliorer l'efficacité du transport maritime mondial. La reconnaissance de ses pairs atteignit son apogée en 1960 quand Suzanne fut élue à l'Académie des sciences françaises, devenant la plus jeune femme jamais admise dans cette institution prestigieuse. « Mademoiselle Petit », déclara le secrétaire perpétuel lors de la cérémonie de réception, incarne l'excellence scientifique française et l'engagement de notre nation au service du progrès universel. Cette consécration académique couronnait une carrière exceptionnelle commencée 20 ans plus tôt dans les tunnels de Toulon. Les années 1960 marquèrent une nouvelle phase dans la carrière de Suzanne Petit, avec son engagement croissant pour les applications pacifiques de la science acoustique et son combat pour limiter la militarisation de ses découvertes. Âgée de 40 ans et reconnue mondialement comme la référence absolue en acoustique appliquée, elle utilisa son influence pour orienter les recherches vers des objectifs humanitaires. Lutte contre la pollution sonore urbaine, amélioration des communications pour les malentendants et développement de technologies acoustiques pour l'exploration océanographique pacifique. L'année géophysique internationale de 1957-1958 avait révélé l'importance cruciale des océans dans l'équilibre climatique planétaire, ouvrant un nouveau champ d'application pour l'expertise de Suzanne. En 1961, elle dirigea le projet Thalassa, programme international de cartographie acoustique des fonds marins destiné à mieux comprendre les mécanismes océaniques globaux. Cette mission scientifique civile mobilisait les technologies les plus avancées dérivées de ces innovations militaires pour servir la connaissance pure. Le projet Thalassa révéla des découvertes océanographiques révolutionnaires qui transformèrent notre compréhension des océans. Les sonars ultra précis développés par Suzanne permirent de cartographier pour la première fois la topographie exacte des fonds marins, révélant l'existence de dorsales océaniques, de fosses abyssales inconnues et de systèmes volcaniques sous-marins d'une complexité insoupçonnée. Ces découvertes contribuèrent directement à l'élaboration de la théorie de la tectonique des plaques. L'engagement de Suzanne pour la paix mondiale se manifesta particulièrement lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Sollicitée par les États-Unis pour développer des systèmes de détection des sous-marins soviétiques, elle refusa catégoriquement de participer à cette escalade militaire. « Mes inventions, déclara-t-elle publiquement, ont été créées pour sauver des vies, pas pour préparer une guerre nucléaire. Je refuse que la science acoustique serve à la destruction mutuelle de l'humanité. » Cette prise de position courageuse lui valut des critiques de la part des milieux militaires occidentaux, mais renforça son prestige moral dans la communauté scientifique internationale. De nombreux chercheurs suivirent son exemple en refusant de collaborer au programme d'armement nucléaire, créant un mouvement pacifiste scientifique dont Suzanne devint l'une des figures emblématiques. En 1963, Suzanne fonda l'Institut international d'acoustique médicale, organisation non gouvernementale dédiée au développement d'applications thérapeutiques de l'acoustique. Cette institution révolutionna la médecine en développant des techniques de chirurgie par ultrasons, de diagnostic par échocardiographie et de traitement des troubles auditifs par stimulation acoustique sélective.
Ces innovations médicales sauvèrent des dizaines de milliers de vies et améliorèrent la qualité d'existence de millions de patients. L'expertise de Suzanne dans la détection des signaux faibles trouva une application inattendue avec le développement de l'astronomie radionaissante. En 1964, elle collabora avec l'observatoire de Jodrell Bank pour améliorer la sensibilité des radiotélescopes, permettant la détection de signaux cosmiques d'une faiblesse extrême. Cette contribution à l'astronomie révéla l'existence de nouveaux phénomènes célestes et enrichit notre compréhension de l'univers. L'engagement social de Suzanne se manifesta également dans sa lutte contre la pollution sonore urbaine, problème émergent des grandes métropoles industrielles. En 1965, elle dirigea pour l'UNESCO une étude mondiale sur l'impact sanitaire du bruit urbain, révélant les effets dramatiques de la pollution acoustique sur la santé publique. Cette recherche pionnière aboutit aux premières réglementations internationales de protection contre les nuisances sonores. L'industrie automobile fit appel à Suzanne pour développer des systèmes de réduction du bruit des véhicules, contribution significative à l'amélioration de l'environnement urbain. Ces innovations en matière d'isolation acoustique et d'optimisation des moteurs permirent de réduire considérablement les émissions sonores des automobiles, anticipant de plusieurs décennies les préoccupations environnementales contemporaines. En 1967, l'explosion du pétrolier Torrey Canyon au large des côtes britanniques révéla l'urgence de développer des systèmes de navigation maritime plus sûrs. Suzanne dirigea un programme international de développement de sonars de navigation côtière ultra précis, qui permirent de réduire drastiquement les risques d'échouage et de collisions maritimes. Cette contribution à la sécurité maritime civile prévenait des catastrophes écologiques majeures. L'enseignement occupait une place croissante dans l'activité de Suzanne qui formait une nouvelle génération de scientifiques aux applications pacifiques de l'acoustique. Ses cours magistraux à la Sorbonne, au MIT, et à Cambridge attirèrent des étudiants du monde entier venus apprendre les méthodes Petit d'analyse acoustique. Cette transmission du savoir perpétuait son héritage intellectuel et garantissait la continuité de ses recherches. La reconnaissance de ses contributions civiles culmina en 1968 quand Suzanne reçut le prix UNESCO de la paix pour sa contribution exceptionnelle au développement d'une science au service de l'humanité et son engagement constant pour les applications pacifiques de la recherche scientifique. Cette distinction consacrait sa transformation réussie d'inventeur militaire en champion de la science humaniste. En 1969, quand Neil Armstrong posa le pied sur la Lune, il emportait avec lui des équipements de communication développés selon les principes acoustiques établis par Suzanne 25 ans plus tôt dans les tunnels de Toulon. Cette filiation technologique entre une découverte née de la guerre sous-marine et l'exploration spatiale pacifique symbolisait parfaitement la trajectoire scientifique et morale de cette femme exceptionnelle qui avait su transformer son génie destructeur en force créatrice au service de l'humanité. L'héritage de Suzanne Petit transcenda largement sa génération pour influencer durablement l'évolution technologique moderne et inspirer des générations de femmes scientifiques qui trouvèrent en elle un modèle d'excellence et d'engagement humaniste. Quand elle prit sa retraite académique en 1975, à l'âge de 55 ans, ses innovations avaient directement sauvé plus de 100 000 vies humaines, selon les estimations des organisations internationales. 14 000 marins pendant la guerre, 25 000 patients grâce aux applications médicales, 35 000 passagers aériens et maritimes grâce au système de navigation amélioré, et 30 000 personnes protégées des catastrophes naturelles grâce au système d'alerte acoustique qu'elle avait développé. L'impact économique de ces inventions était également considérable. Les technologies dérivées du sonar SP avaient généré une industrie acoustique mondiale représentant plusieurs milliards de dollars et employant des centaines de milliers de personnes. L'exploration pétrolière offshore, l'industrie médicale des ultrasons, l'acoustique architecturale et les télécommunications modernes devaient leur développement aux principes scientifiques établis par cette physicienne française dans un laboratoire souterrain de Toulon. En 1980, l'Université de la Sorbonne créa la chaire Suzanne Petit d'acoustique appliquée, première chaire universitaire française portant le nom d'une femme scientifique vivante. Cette consécration académique reconnaissait son apport fondamental à la science française et son rôle pionnier dans l'émancipation des femmes scientifiques. Mademoiselle Petit, déclara le recteur lors de l'inauguration, a démontré que le génie n'a pas de sexe et que l'excellence scientifique française s'incarne aussi dans ses filles. L'influence de Suzanne sur les jeunes femmes désireuses d'embrasser des carrières scientifiques fut considérable.
Ses mémoires, publiées en 1982 sous le titre « Écoutez l'inaudible, mémoire d'une femme de science », devinrent un best-seller mondial traduit en 23 langues. Ce récit autobiographique, mêlant aventure scientifique et réflexion philosophique sur le rôle social de la science, inspira des milliers de jeunes filles à choisir des filières scientifiques traditionnellement masculines. Les applications contemporaines des principes découverts par Suzanne continuent d'évoluer avec les technologies modernes. L'imagerie médicale par ultrasons, devenue routine dans tous les hôpitaux du monde, utilise des techniques directement dérivées de ses travaux sur la détection des échos faibles. Les systèmes GPS de navigation automobile exploitent des algorithmes de traitement du signal inspirés de ces méthodes d'analyse acoustique. Même l'Internet moderne bénéficie de ces innovations. Les protocoles de transmission de données utilisant des techniques de détection d'erreurs basées sur ces principes de filtrage du signal. L'exploration spatiale moderne continue également de s'appuyer sur l'héritage de Suzanne. Les sondes spatiales qui explorent les planètes lointaines utilisent des systèmes de communication et de navigation dérivés de ces travaux acoustiques. La mission Cassini-Huygens vers Saturne, les rovers martiens et les télescopes spatiaux Hubble et James Webb intègrent tous des technologies dont les principes fondamentaux furent établis par cette pionnière française. L'écologie moderne a également bénéficié de ces innovations. Les systèmes de surveillance acoustique des océans, développés selon ces méthodes, permettent aujourd'hui de suivre les migrations des baleines, de détecter la pollution sonore sous-marine et de surveiller l'impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes marins. Cette contribution à la protection environnementale illustre la vision prophétique de Suzanne qui avait anticipé l'importance de l'acoustique pour la compréhension de notre planète. En 1995, à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une cérémonie internationale fut organisée à Londres pour honorer les héros technologiques méconnus du conflit. Suzanne, âgée de 75 ans mais toujours active intellectuellement, reçut un hommage exceptionnel des amirautés mondiales pour sa contribution décisive à la victoire alliée. Sans Mademoiselle Petit, déclara l'amiral britannique Sir John Fieldhouse, la bataille de l'Atlantique aurait pu tourner différemment, et avec elle l'issue de toute la guerre. L'œuvre scientifique de Suzanne continue d'être étudiée et développée par ses successeurs. L'Institut Suzanne Petit d'acoustique avancée, créé en 2000 avec le soutien de l'UNESCO, rassemble les meilleurs chercheurs mondiaux pour poursuivre ses travaux sur les applications pacifiques de l'acoustique. Ses recherches contemporaines explorent des domaines qu'elle avait imaginés: communication avec les animaux marins, thérapies acoustiques contre les maladies neurodégénératives et systèmes d'alerte précoce des catastrophes naturelles. Quand Suzanne Petit s'éteignit paisiblement en 2010, à l'âge de 90 ans, elle laissait derrière elle un héritage scientifique et humaniste d'une richesse exceptionnelle. Ses obsèques nationales à Notre-Dame de Paris rassemblèrent des représentants de 60 nations venus rendre hommage à cette femme qui avait transformé 0,03 secondes d'écho acoustique en révolution technologique mondiale. L'éloge funèbre prononcé par le président de la République résuma parfaitement son parcours. Suzanne Petit nous enseigne que la grandeur scientifique ne se mesure pas seulement à la complexité des découvertes, mais à leur capacité à servir l'humanité. Elle a su transformer son génie en force de paix et de progrès. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'un navire navigue en sécurité grâce à son sonar, qu'une femme enceinte découvre son enfant par échographie, qu'un patient est sauvé par une intervention guidée par ultrasons, l'héritage de Suzanne Petit continue de sauver des vies. Cette physicienne française, partie d'une anomalie acoustique de 3 millièmes de seconde, avait réussi à changer le cours de l'histoire et à ouvrir des perspectives infinies pour l'amélioration de la condition humaine. Son exemple demeure une source d'inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir de la science, mise au service de l'humanité.